Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. C'est pour le niveau baccalauréat 1, examen de français, type d'examen de français. Le texte, c'est le chapitre 30, 36, 37, 38 et 39. Je répète, le texte, c'est le chapitre. Le chapitre 35, 36, 37, 38 et 39. Du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je lis le texte. Je me souviens qu'un jour, étant un enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris pour les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son bâton, qui pèse 1 millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche qui, fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas son effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné étaient au niveau de mes pieds, mais les intervalles, je voyais en quelque sorte, à vol d'oiseau, la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise. En pente de terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles et sous les yeux se précipite cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau. Et autour de moi, je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille qui j'ai quittée et où les autres hommes cheminent encore que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre avec son toit aigu et froide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, cet étage à petites colonnes, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ces deux arches à droite et à gauche, il est là, de plain-pied, avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse et si noire
qu'il est noir au soleil les jours d'exécution. Il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38. Il est 1h15, voici ce que j'éprouve maintenant, une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent, comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guéri. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Qu'est-ce que donc que cette agonie de 6 semaines, de ce râle, de tout un jour, de tout un jour. De tout un jour. Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là. Souffrir ne sont-ce pas les mêmes convulsions que l'orange s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée. Et puis, on ne souffre pas. On sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Quand tant que jamais une tête coupée se soit dressée, sanglante, au bord du panier, et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne, et ce Robespierre, est-ce Louis XV? Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres, mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur! Passons maintenant à l'étude du texte. Premièrement, question de compréhension. Première question. Où seront le narrateur dans son souvenir d'enfance? La réponse. Le narrateur se rend voir le bourdon de Notre-Dame dans son souvenir d'enfance. Question 2. Quel sentiment vif est exprimé à la fin de l'extrait? Question 2. Quel sentiment vif est exprimé à la fin de l'extrait?
La réponse, le sentiment vif à la fin de à la fin de l'extrait est l'horreur. Question 3. Quel est le temps verbal principal utilisé pour raconter le souvenir? La réponse, le temps verbal principal utilisé pour raconter le souvenir est l'imparfait. J'allais, étant. Question 4. Que suggère l'ellipse indiquée par les points de suspension au début de l'extrait? Que suggère l'ellipse indiquée par les points de suspension au début de l'extrait? La réponse, l'ellipse suggère que le narrateur se souvient d'un moment précis au milieu d'une action ou d'une description plus longue concernant sa visite au bordon de Notre-Dame. Question 5. Que signifie l'expression la douleur est escamotée? La réponse, l'expression la douleur est escamotée signifie que la douleur disparaît soudainement ou est comme cachée, effacée en une demi-seconde. Passons aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'exclamation. Mais quoi? Une demi-seconde. Quel est son effet? Question 6. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'exclamation. Mais quoi? Une demi-seconde. Quel est son effet? La réponse. La figure de style présente est une interjection. Mais quoi? Suivie d'une exclamation et d'une ascendette. L'absence de conjonction de coordination entre les propositions, l'effet produit est de marquer une rupture soudaine dans la narration soulignant la rapidité avec laquelle la douleur disparaît, préparant ainsi le sentiment d'horreur. Question 7. À quel registre de langue appartient cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des indices textuels. La réponse. Cet extrait appartient principalement au registre courant. On observe une syntaxe simple et directe. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. Le vocabulaire est usuel et accessible. Enfant, voir, bourdon, douleur, horreur, demi-seconde. Question 8. Analysez l'emploi du pronom personnel je. Quelle est sa fonction dans cet extrait? La réponse. L'emploi du pronom personnel je indique que le narrateur est impliqué personnellement dans le souvenir qu'elle raconte. Sa fonction est de subjectiver le récit, de nous donner accès à ses sensations et à ses émotions d'enfant et de créer une proximité avec le lecteur. Question 9. Expliquez l'utilisation du point d'exclamation à la fin de la phrase. Horreur. La réponse. L'utilisation du point d'exclamation à la fin de la phrase horreur a pour fonction d'exprimer une émotion vive et intense de la part du narrateur. Cela traduit un sentiment de terreur, d'effroi ou de choc face à ce qui vient de se produire, la disparition soudaine de la douleur. Question 10. Proposez un synonyme pour le mot escamoté. Un synonyme pour le mot escamoté qui conserve le sens de soudaineté. La réponse, un synonyme pour le mot escamoté qui conserve le sens de soudaineté pourrait être disparu, évaporé, volatilisé. Question 11. Réécrivez la phrase. La douleur est escamotée en utilisant la forme active. Quel est le sujet grammatical de cette nouvelle phrase
implicite ou explicite. Question 11. Réécrivez la phrase. La douleur est escamotée. En utilisant la forme active, quel est le sujet grammatical de cette nouvelle phrase? Implicite ou explicite? La réponse. La phrase réécrite à la forme active pourrait être quelque chose escamote la douleur. Le sujet grammatical de cette nouvelle phrase est quelque chose, bien qu'il reste indéterminé dans le contexte de l'extrait. Question 12. Identifiez le temps et le mode du verbe aller. Justifiez votre réponse. La réponse, le verbe aller, est conjugué au passé simple. De l'indicatif, il s'agit d'un temps du passé utilisé pour exprimer une action ponctuelle et achevée dans le récit. Question 13. Que révèle l'association des mots douleur et horreur dans cette court extrait? La réponse. L'association des mots douleur et horreur révèle une transition émotionnelle inattendue et troublante. La disparition rapide de la douleur ne procure pas un soulagement, mais au contraire engendre un sentiment d'effroi, suggérant que cette disparition est peut-être le signe de quelque chose de plus terrible. Question 14. Si cet extrait était le début d'un récit fantastique, quel élément pourrait justifier le sentiment d'horreur à la fin? Question 14. Si cet extrait était le début d'un récit fantastique, quel élément pourrait justifier le sentiment d'horreur à la fin? La réponse. Dans un récit fantastique, le sentiment d'horreur pourrait être justifié par la prise de conscience d'une présence surnaturelle, d'un événement inexplicable, défiant les lois naturelles ou d'une illusion terrifiante liée à la disparition de la douleur. Question 15. Formulez une question ouverte portant sur la portée symbolique possible du bourdon de Notre-Dame dans l'œuvre de Victor Hugo. La réponse à cette question n'est pas exigée ici, mais la question doit être pertinente. La réponse. Dans l'œuvre de Victor Hugo, le bourdon de Notre-Dame pourrait-il symboliser la voie du destin, le passage du temps ou encore la puissance et la pérennité de l'édifice face aux épreuves humaines? Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé du sujet. La douleur est escamotée, horreur, se bascule soudain d'un état à son opposé pour vous semble-t-il être un ressort efficace pour susciter l'intérêt du lecteur dans un récit? Je répète, la douleur est escamotée, horreur, ce basculement soudain d'un état à son opposé vous semble-t-il être un ressort efficace pour susciter l'intérêt du lecteur dans un récit? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples littéraires ou sur votre expérience de lecteur. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture, 2 points. La cohérence de l'argumentation, 3 points. Et l'orthographe et la conjugaison, 2 points. Correction de la langue, vocabulaire, syntaxe, orthographe et conjugaison, 2 points. Et mise en page et ponctuation, 1 point. Passons à la correction de la production écrite possible. L'extrait. La douleur est escamotée, horreur, met en lumière un brusque changement émotionnel. L'extrait La douleur est escamotée, horreur,
met en lumière un brusque changement émotionnel, une disparition inattendue de la souffrance, laissant place à un sentiment d'épouvante. Cette dynamique narrative soulève une question pertinente quant à son efficacité pour captiver l'intérêt du lecteur. Un tel basculement d'un état à son opposé constitue-t-il un ressort narratif puissant pour maintenir l'engagement du lecteur au sein d'un récit? L'introduction d'une rupture émotionnelle aussi abrupte peut effectivement s'avérer être un moyen efficace de stimuler l'intérêt du lecteur. En effet, l'inattendu a souvent un impact saisissant le lecteur initialement préparé à un certain type d'émotion. Et si la douleur est prise au dépourvu par son contraire, l'horreur, ce sentiment de surprise, ce sentiment de surprise peut engendrer une curiosité accrue, incitant le lecteur à poursuivre sa lecture pour comprendre la raison d'un tel revirement. Ce procédé peut dynamiser le rythme du récit et éviter une monotonie émotionnelle, maintenant ainsi une tension narrative palpable. De plus, ces transitions émotionnelles soudaines peuvent refléter la complexité et l'imprévisible de l'expérience humaine. Dans la vie réelle, les émotions ne sont pas toujours linéaires et peuvent basculer rapidement en fonction des événements. En reproduisant cette réalité émotionnelle, l'auteur peut créer un effet de vraisemblance, vraisemblance et rendre les personnages et leurs réactions plus crédibles et attachantes. Le lecteur peut ainsi mieux s'identifier aux expériences décrites et se sentir plus investi dans le récit. L'efficacité de ce ressort narratif repose cependant sur sa justification et son intégration dans le contexte narratif. Si le basculement émotionnel apparaît, arbitraire ou non motivé par les événements précédents, il risque déconcerter, voire de frustrer le lecteur, brisant ainsi l'immersion dans le récit. En conclusion, le basculement soudain d'un état émotionnel à son opposé, tel qu'illustré par le passage de la douleur à l'horreur, représente un outil narratif potentiellement puissant pour susciter l'intérêt du lecteur. Sa capacité à créer la surprise, à dynamiser le récit et à refléter la complexité des émotions humaines en fait un ressort efficace. Néanmoins, son succès dépend intrinsèquement de la manière dont il est mis en œuvre, nécessitant une justification solide au sein de la trame narrative pour éviter de perdre l'adhésion du lecteur. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.